Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours si à l'aise en vidéo. Mettez-vous à l'aise du coup. Merci beaucoup pour vos questions. Donc un peu de contexte pour celles et ceux qui débarqueraient sur cette vidéo. Previously on La vie de Clémence Bodoc, j'étais rédac chef de mademoiselle.com, j'ai été licenciée, tout l'internet l'a appris par un article publié sur le site le 9 juillet par mon ancien employeur. Depuis j'ai lancé mes podcasts, ça s'appelle Tuto Conquérir le Monde. Ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement, mais pas de quoi payer mon loyer. J'ai lancé un Patreon, mais ce n'est pas grâce à vous que je paye mon loyer. Enfin, si c'est un peu grâce à vous, car je bénéficie de l'assurance chômage. Merci la France, merci mes impôts, merci vos impôts. Pourvu que ça dure. Pour l'assurance chômage en France, je l'entends pas pour moi personnellement. Évidemment, ce licenciement médiatique et médiatisé a laissé beaucoup de questions en suspens. Je voulais prendre la parole, mais pas juste sur mon expérience perso, parce qu'en réalité, des salariés qui ont été poussés à bout, poussés dehors, qui ont vécu des expériences violentes dans le monde du travail, c'est extrêmement, extrêmement banal. Des gens qui se surinvestissent dans un job auquel ils croient, dans une structure qui ne leur rendra pas leur investissement, c'est extrêmement banal. Et le monde est complexe, c'est pas les gentils contre les méchants, c'est pas un duel entre le bien et le mal, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un monde complexe dans lequel chacune d'entre nous essaye de trouver sa place. Et justement, le travail prend énormément de place dans nos vies. La première fois que j'ai fait un burn-out, la médecin qui m'a arrêtée m'avait dit « ça occupe 70% de notre temps éveillé. C'est normal que ça nous touche. » Et c'est la première fois que j'ai réalisé le temps qu'on consacre au travail et qu'elle avait raison, c'est normal d'être affecté, d'être bouleversé en bien ou en mal, vu la place que ça prend dans nos vies. Et c'est normal aussi de vouloir réfléchir à cette place, de vouloir réfléchir au sens du travail. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire en proposant mon témoignage à l'équipe de Louis Média, et je suis vraiment très fière d'avoir pu participer à leur nouveau podcast, qui est sorti le jeudi 19 mars, et qui va sortir un jeudi sur deux. Ça s'appelle Travail en cours. Le premier épisode, c'est mon témoignage, mais sur l'intégralité de ma vie professionnelle, donc pas seulement mademoiselle.com, mon premier job, mon arrivée chez Mademoiselle, le déroulement et la sortie. Pour écouter Travail en cours, je vous mets le lien dans la description, mais c'est évidemment sur toutes vos apps de podcast, vous connaissez. Sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des questions par rapport à cet épisode, par rapport au témoignage que je partage, et vous avez été très nombreuses à répondre, puisque j'ai reçu plus d'une 60aine de questions, et que plutôt que de faire une story en pointillé, je me suis dit que j'allais faire une vidéo à écouter. Oui, parce que je ne suis pas très douée en montage, je n'ai aucune patience, donc je vais mettre zéro effet visuel dans cette vidéo. C'est juste moi qui parle, donc n'hésitez pas à juste l'écouter et faire autre chose en même temps. Par exemple, la cuisine. Bon, c'est parti, vos questions, mes réponses. Première question, penses-tu que le fait d'être passionné par son travail mène au burn-out? Penses-tu que le burn-out est un passage obligé quand on est quelqu'un de passionné? Non. Voilà. Je ne pense pas. Je pense que le problème n'est pas d'être passionné, le problème est de ne pas réussir à trouver l'équilibre. Je pense que la passion, c'est pas un défaut, et c'est une force, c'est un moteur. Comme toute force, comme tout moteur, il faut apprendre à le maîtriser. En l'occurrence, c'est peut-être se maîtriser. Je sais que c'est très difficile à faire quand on est quelqu'un de passionné, quand on ne compte pas. Il faut apprendre à compter. Ça veut dire apprendre à compter ses heures, apprendre à compter son investissement, non pas pour forcément le limiter, mais pour avoir conscience de ce qu'on est en train d'investir. En fait, au bout d'un moment, nos réserves, elles sont pas infinies, les miennes ne le sont pas. Ça fait 2 fois que je tape la limite, donc je m'en rends bien compte. Et le fait d'apprendre à compter, d'apprendre à se mesurer, ça veut pas dire m'investir moins, ça veut dire m'investir différemment. Ça rejoint la question suivante. Comment expliques-tu de ne pas l'avoir vu venir la 2e fois que tu as fait un burn-out? Quand on a une relation amoureuse toxique, on a tendance à dire qu'après, on ne se fait plus avoir. J'ai un doute sur ça. Effectivement, je vais y revenir. Mais est-ce que tu penses qu'on peut ne plus voir venir une mauvaise situation de travail quand on a déjà expérimenté une? Alors effectivement, je pense que pour le burn-out comme pour la relation toxique, quand on n'apprend pas de son expérience, on s'expose à vivre une expérience similaire derrière. Donc non, il ne suffit pas d'avoir vécu une relation toxique pour ne plus se faire avoir. Il faut vraiment apprendre de cette expérience. À ce sujet, je ne peux que vous recommander de lire Bande dessinée de Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur narcissique. J'ai reçu Sophie Lambda dans un épisode des Impertinentes, lien dans la bio. Écoutez-le, il est vachement bien. On en parle ça en fait, justement, d'apprendre de son expérience pour ne plus tomber dans les mêmes mécanismes. Encore une fois, dans l'absolu, il y a des situations dans lesquelles on est face à quelqu'un de malveillant qui nous manipule, mais je pense que la plupart du temps, on est juste face à des gens qui font du mieux qu'ils peuvent de leur côté, et que c'est
comme des pièces de puzzle qui s'emboîteraient mal, je sais pas trop. C'est pas forcément la faute des autres quand ça va pas bien pour nous. Ça c'est vraiment une conviction que j'ai, et enfin que je garde. Ça fait 10 ans que je travaille, mais j'ai 33 ans, donc j'ai 30 ans de vie. J'ai connu des gens malveillants et des gens maladroits. La différence du côté expérience, entre guillemets, elle est négligeable. C'est plus facile à pardonner les gens maladroits que les gens malveillants, c'est sûr, mais ça fait pas moins mal. Comment je fais pour ne pas retomber dans une expérience comme celle-ci? J'ose espérer que cette fois-ci j'ai bien appris la leçon. Et je vais y revenir dans la suite. Comment t'es-tu relevé? Quels conseils tu donnerais à des gens qui ont vécu quelque chose de similaire? Comment tu as réussi à sortir la tête de l'eau après cet épisode difficile? Pas toute seule. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, quelle que soit votre situation. Je pense que c'est vraiment extrêmement difficile de s'en remettre seul. Que ce soit une grosse rupture, une fin d'expérience professionnelle, difficile, peu importe les circonstances, faire face à ça seul, c'est... Enfin, bon courage. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je m'étais un peu coupée de mes cercles amicaux, familiaux, pas trop éloignée en réalité, donc à la seconde où c'est mon cercle professionnel qui s'est évaporé, on va dire, j'ai assez vite retrouvé les autres cercles. Et je dis aussi que j'ai eu de la chance parce qu'en parallèle, j'étais déjà suivie en fait par une psy, par mon médecin traitant pour une blessure de sport qui n'avait rien à voir, mais qui m'a permis d'avoir un suivi médical régulier, ce qui fait que j'ai été encadrée du début à la fin de tout ça. Entourez-vous, voilà, si vous êtes seul, entourez-vous. De toute façon, les gens qui vous veulent du bien, quand vous demandez de l'aide, ils commencent pas par vous dire « bah, ça fait 6 mois ou ça fait 2 ans que t'as pas donné de nouvelles, donc maintenant démerde-toi. » Ça, c'est pas des gens qui vous veulent du bien, du coup le test est facile. Demander de l'aide, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement difficile. Donc à la seconde où t'arrives à demander de l'aide, c'est que t'es déjà sur la bonne voie pour t'en sortir. Force et courage. As-tu lu des livres en particulier pour te soigner du burn-out? Là en l'occurrence, moi j'en ai lu un en particulier recommandé par la psy, et c'était Comment mettre les pervers narcissiques échecs et maths. Lisez si ça vous aide. Oubliez si ça vous aide. Je pense que le truc qui m'a vraiment le plus aidé dans cette histoire, pour parler spécifiquement du burn-out après Mademoiselle, et ben, c'était d'aller faire le tour de la Bretagne par les sentiers de randonnée, et d'aller à la rencontre de lecteurs et lectrices sur le chemin du GR. Ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, et merci encore à toutes celles et ceux que j'ai rencontrés pendant cet été, vraiment. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, je le dirai jamais assez. Et ce qui m'a aidé à sortir de mon burn-out, mon premier burn-out, donc en sortant de chez FH, eh bien c'était Mademoiselle. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut pas diaboliser une expérience. Le monde est complexe, encore une fois. Rentrer dans le détail des expériences plutôt que de tout mettre dans un sac et tout jeter. Grand conseil pour faire le tri dans sa vie. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Comment considères-tu Tuto Conquérir le Monde, et comment est-ce que tu envisages ton boulot alimentaire? Je vais séparer cette question. Comment je considère Tuto Conquérir le Monde? Bon, en réalité, après un burn-out, j'ai appris maintenant que c'était compliqué de reprendre un travail à temps plein tout de suite. J'ai en réalité arrêté de travailler en mars 2019 et mon contrat chez Mademoiselle s'est terminé en juin 2019. Et donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, en réalité, ça fait plus d'1 an que j'ai pas travaillé. 1 an... c'est la moyenne basse pour réussir à retravailler après un burn-out. J'avais eu des entretiens que j'avais réussi fin août, et en fait je pouvais pas travailler à cette époque, c'était trop tôt. J'avais envie de faire des podcasts, j'avais envie de recommencer à faire quelque chose, du coup Tuto Conquérir le Monde pour moi c'était un projet test. Je me suis dit ok, j'ai besoin de faire quelque chose qui a du sens pour moi et pour les autres, tant pis si ça me permet pas d'en vivre. Je teste ça, je fais ça, peut-être que ça me permettra à terme d'en vivre. On verra, mais en tout cas je mise pas dessus pour m'en sortir économiquement. Et bah le test était probant, puisque si vous suivez les podcasts de Tuto Conquérir le Monde, vous aurez pu remarquer que je n'ai pas grillé mes rendez-vous. J'ai tenu tous les lundis et mercredis des minages très pratiques, même quand j'avais un peu des hauts et des bas au niveau du moral. J'ai tenu les impertinents, sauf quand les grèves m'ont empêché de faire mes interviews. La seule émission qui a un peu pâti, c'est J'ai pas d'avis mais j'en veux un, où là effectivement, comme c'est 8 heures de travail, et vraiment sur l'actu, j'ai eu un peu de mal en février, mais je compte évidemment continuer cette émission quoi qu'il arrive. Est-ce que tu as pensé à te lancer en freelance comme rédactrice? Oui, j'y ai pensé, mais j'en ai vraiment marre de la précarité, et je ne connais pas de rédactrices freelance qui vivent grassement. Non, en fait, ça on va y revenir, mais j'ai revu mes critères de recherche d'emploi pour trouver un travail qui me permette de vivre dignement. Je sais qu'on arrive à vivre dignement en étant rédactrice freelance. C'est pas ça que je veux dire quand je dis vivre dignement, c'est par rapport à mes propres circonstances, que je ne vais pas étaler là sur YouTube. Mais voilà, vous connaissez pas ma vie, j'ai des dettes pour plein de raisons. Là où avant, un certain niveau de salaire m'aurait suffi pour vivre
confortablement, et ben c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai besoin de viser plus haut et j'ai 10 ans d'expérience professionnelle qui me permettent aussi de viser plus haut. Mais on va y revenir parce que ça rejoint pas mal de questions qui ont été posées sur mon rapport au travail et au sens du travail. Après tout ça, est-ce que tu penses revenir vers le journalisme? Donc même réponse en réalité, c'est une passion que j'ai toujours, mais aujourd'hui j'ai besoin de plus de sécurité financière, donc en freelance c'est non, en contrat les places sont chères, et pour le coup je suis aussi en recherche de plus d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, que je suis pas persuadée de trouver dans le journalisme, surtout en ce moment. Mais bon, faut pas insulter l'avenir évidemment, c'est pas une décision ferme que j'ai prise en disant non, plus jamais. Ça va dépendre des opportunités, bien sûr. Avoir eu cette polémique sur ton départ chez Mademoiselle, c'est un frein pour ta recherche d'emploi. Comment se passe la recherche après ce licenciement public? Est-ce que tu en ressens l'impact? Difficile à dire. Je ne peux pas mesurer les opportunités perdues, comme on dit. Je peux pas mesurer le nombre de personnes qui ont dû se dire ok, elle, ça a l'air d'être une folle. Je peux pas mesurer le nombre de candidatures que j'ai envoyées et auxquelles on n'a pas répondu pour ça. Donc je sais pas, honnêtement. Ce qui est difficile, c'est que j'en ai fait un thread sur Twitter, mais je peux pas faire comme si ça n'avait pas existé. C'est-à-dire que je sais que c'est sur internet, des traces existent, voilà, enfin, c'est dans la page Wikipédia de Mademoiselle, donc bon, je peux pas faire comme si ça n'avait pas existé, et ça veut dire qu'à chaque fois que je postule quelque part et que je décroche un entretien, il faut que j'explique ce qui s'est passé. Il faut que je l'explique avec pudeur, avec raison, avec mesure, avec... Et il y a des choses dans cette histoire que je suis pas capable d'expliquer, voilà, c'est... Donc, c'est difficile, et puis au bout d'un moment, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment laisser derrière moi et pas traîner à chaque entretien d'embauche. Mais j'ai pas le choix, en fait. Et c'est en ça que ça a été très dur et c'est ça que je vais traîner très longtemps encore. C'est que cette histoire n'aurait pas dû sortir. J'aurais dû pouvoir avancer et chercher du travail sans la traîner avec moi. Je regrette profondément cette situation. Il y a peut-être juste, effectivement, un aspect positif, beaucoup de guillemets. Je suis une éternelle optimiste, je suis obligée de trouver du positif partout, donc je vais le trouver aussi ici. Quelque part, les gens qui ne voudraient pas travailler avec moi par peur ou à cause de cette histoire, peut-être que j'ai pas envie de travailler avec eux. Voilà. Donc peut-être que ça fait le tri à ma place et que c'est pas plus mal comme ça. Mais bon, ce silver lining est extrêmement fin. Une objection qui m'a été remontée, je suis d'accord qu'on puisse ne pas être à fond de 9h à 18h par exemple, mais moi j'ai besoin d'un contexte de travail, j'aime bien l'idée d'avoir un cadre et pas juste bosser quand je veux, sinon je risque de ne rien faire. Ça rejoint un peu ce que tu demandais à ton chef, les points hebdo, le cadre, etc. Parce qu'effectivement dans l'épisode Travail en cours, je parle de ça, je parle d'une des violences assez insidieuses du monde du travail, c'est de ne pas définir clairement les missions, de ne pas définir clairement les objectifs, du coup de pas savoir finalement quand est-ce que ta journée est terminée, est-ce que t'as fait ce qu'on attendait de toi, si toi-même tu sais pas si ton travail est fait ou bien fait, bah, c'est une pression permanente en fait à toujours faire mieux sans jamais savoir si t'es dans le bien, enfin bref. Et effectivement, y a aussi une question qui est est-ce qu'un cadre de travail clair et des responsabilités bien définies peuvent aider? Bien oui, évidemment. En fait, quand je disais que quand on est passionné, on l'est pas de 9h à 18h, les horaires c'est un concept un peu absurde. Justement, en fait, c'est pas antinomique avec cette notion de cadre. C'est que, vu que quand t'es passionné du flux, tu l'as plus ou moins tout le temps, c'est d'autant plus important d'avoir un cadre défini. Bah, les horaires est pas forcément le bon cadre. C'est un cadre. Je suis pas d'accord avec cette objection d'ailleurs parce que cette personne me dit sinon moi je risque de rien faire. Moi je pense que la plupart d'entre nous, c'est pas qu'on risque de rien faire, c'est qu'on risque d'en faire beaucoup plus. Parce que voilà, je pense que pour beaucoup d'entre nous, surtout les femmes éduquées à être des petites fissages et à bien écouter les consignes et à pas déborder quand on colorie, je pense qu'on a tendance à beaucoup s'investir. Et je pense que quand on a un travail qui nous plaît, qui nous passionne, ou juste qui a du sens d'ailleurs, même si les tâches sont pas forcément agréables au quotidien, on a à cœur de bien faire notre travail. Enfin, j'ai pas du tout la vision de travail passion comme étant juste les métiers artistiques. Je pense qu'on peut être médecin et passionné, je pense qu'on peut être mécanicien et passionné. Enfin, c'est pas une question de type de travail, c'est une question de soi, le sens et l'investissement qu'on met dedans. C'est d'autant plus important d'avoir un cadre pour ne pas se cramer en réalité. Ne penses-tu pas que protéger ses propres employés du burn-out est le devoir du manager? La personne me dit j'ai managé aussi et je refusais que mes gars ne prennent pas de pause ou travaillent bénévolement. Oui, absolument. Moi c'est en ça que je suis très très fière de mon management et de mon expérience en management, c'est que c'est quelque chose que j'avais compris, alors que j'avais peut-être
compris tardivement, parce que sur les 3 ans que j'étais manager, je suis pas hyper fière de la première année. Et d'ailleurs, on me demande si je suis restée en contact avec des personnes de Mademoiselle. Oui, évidemment, des anciennes, des actuelles, enfin, bien sûr. Et d'ailleurs, les premières avec qui j'avais repris contact quand je suis partie, c'était quelques anciennes pour m'excuser de violences managériales dont je m'estimais responsable à l'époque. Et c'est par le feedback qu'elle m'avait donné à l'époque que j'ai fini par comprendre ce qui n'allait pas dans mon management, et qu'effectivement, quand tu donnes trop de missions à quelqu'un sans prioriser, sans hiérarchiser, sans donner d'objectifs clairs, c'est impossible à tenir en réalité. Donc, et c'est pas un problème d'investissement, c'est pas un problème de motivation, c'est pas un problème d'envie, c'est juste un problème de faisabilité, de rationalité. Oui, absolument, je pense que c'est le rôle des managers, mais je voudrais juste apporter un élément à la décharge des managers. On n'a pas tous et toutes été formés à ça. Moi, j'ai clairement pas été formée, j'ai complètement appris aux manettes, donc c'est un métier. En réalité, c'est un métier. Si vous êtes vous-même manager, un peu d'humilité, parce que si vous n'avez pas été formé, si vous manquez d'expérience, c'est normal, je pense, de faire des erreurs. Et ce qu'on attend de vous, c'est pas d'être infaillible, c'est d'apprendre de ses erreurs. Je pense que pendant trop longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je sois exemplaire, donc infaillible, alors que avoir l'humilité de reconnaître quand on se trompe, ça fait partie de l'exemplarité. Et je suis vraiment fière d'avoir réussi à évoluer dans ce sens-là. Et si vous êtes managé, soyez aussi exigeant qu'indulgent avec vos managers, c'est-à-dire exigeant avec les objectifs dont vous avez besoin, les informations, l'input, tout ça dont vous avez besoin pour faire votre travail, et indulgent à chaque fois que vous savez ou vous voyez bien que votre manager merde. Lui aussi il apprend, je pense que lui aussi il fait de son mieux, ou en tout cas partez de ce principe si vous pouvez. Est-il possible d'être ami avec ses collaborateurs quand on est manager? Oui, je pense que c'est vraiment très très possible. Je pense que les problèmes surviennent lorsqu'on est le seul ami de ses collaborateurs ou meilleur ami de ses collaborateurs, ou que cette relation d'amitié s'est construite par-dessus la relation hiérarchique professionnelle. En fait, par exemple, si avant de bosser ensemble vous étiez déjà amis, vous restez amis, ça marche. Vous vous rencontrez, vous travaillez ensemble, vous devenez amis. Une des personnes est promue manager, ça marche. Vous travaillez ensemble, vous arrivez dans une entreprise, il y a déjà un manager, vous devenez amis, ça marche. En fait, ce qui ne marche pas, c'est d'oublier la relation hiérarchique. Moi, j'étais très amie avec des gens que je manageais, et j'arrivais vraiment très bien à faire la différence, et je pense que c'était très clair pour elle aussi. Une relation manager-managé, elle est pas émotionnelle ou sentimentale comme une relation d'amitié par exemple. Quand une de mes collaboratrices ne remplissait pas ses objectifs ou ne faisait pas ce que je lui avais demandé, j'avais pas avec elle une forme de déception que je peux avoir quand une amie me plante un rendez-vous qu'on avait calé il y a plusieurs semaines. Par exemple, c'est pas du tout la même chose. Donc à partir du moment où on est très au clair là-dessus, et que, par exemple, ce qui ne marche pas, c'est de faire du chantage affectif à ses collaboratrices ou ses collaborateurs, ça c'est hors de question. Et bon, c'est pas très cool de le faire avec des amis d'ailleurs, mais c'est plus compréhensible de se comporter comme ça avec des amis, sur lesquels on n'a pas une relation hiérarchique d'autorité. Ça n'a rien à faire dans un environnement professionnel. Et si je suis manager et que j'ai besoin que quelque chose soit fait, je le demande, j'explique pourquoi j'ai besoin que ce soit fait dans ces délais, je donne les moyens pour que ce soit fait dans les délais, et je fais pas des yeux de chien battus en essayant de culpabiliser la personne pour que elle s'investisse et elle trouve elle-même les ressources pour faire quelque chose qu'elle n'a pas les moyens de faire parce qu'elle n'a pas le temps ou le matériel ou j'en sais rien. Bref, c'est ça pour moi la véritable frontière entre pro et perso. On n'amène pas de drama dans sa vie professionnelle et on n'amène pas d'autorité hiérarchique dans sa vie personnelle. Alors, venons-en maintenant au sujet principal, puisque, spoiler alerte, si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, je conclue plutôt de façon pessimiste, puisque je dis que mon prochain travail, ce sera un travail qui paiera mes factures. Avoir un travail qui a du sens, c'est un luxe. Moi, il m'a coûté très cher, c'est ce que je dis dans le podcast. Plusieurs choses. Je crois toujours en ce que j'ai dit dans ce podcast, mais je l'ai tourné il y a plusieurs mois déjà, quand j'étais pas encore en situation de chercher du travail, et je pense que cette approche pessimiste est un bon signe du fait que j'étais pas prête à retravailler, puisqu'à la seconde où je me suis remise en recherche d'emploi, impossible de postuler à des jobs qui n'avaient pas de sens pour moi. Du coup... Donc on peut dire que j'ai changé d'avis sur cette conclusion. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est que oui, se poser la question du sens du travail, c'est un luxe, parce que pour beaucoup de gens, avoir un travail, c'est une question de survie, une question de nécessité, et il n'y a pas lieu de se poser la question de est-ce que je me sens épanouie à être caissière d'un supermarché, ou est-ce que ce travail me permet de me réaliser à travers mes tâches quotidiennes. Enfin, j'ai vraiment conscience que à la fois c'est une nécessité de se poser cette question, à la fois c'est un luxe
de pouvoir y répondre. Et je pense que c'est vraiment très important de garder ça à l'esprit. Parce que c'est une question que tout le monde est en droit de se poser, et ce, peu importe son niveau de vie, ses circonstances, comme je l'appelle, tout en ayant conscience qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir y apporter une réponse satisfaisante. En ce qui me concerne, eh bien, j'ai la chance d'avoir une famille qui peut me soutenir si je m'en sors pas, et qui m'a d'ailleurs soutenue parce que... Enfin, bref, je reviens pas sur mes détails perso, mais effectivement, j'ai eu des problèmes d'argent assez sévères, donc merci la famille. Si j'ai pu me prendre le luxe d'attendre, de me sentir mieux pour pouvoir chercher un travail, ben c'est grâce à mon soutien familial. J'ai conscience que c'est un privilège. Si vous êtes personnellement dans une situation de souffrance au travail, ou de recherche d'emploi qui s'éternise, ou de recherche d'emploi sans trouver quelque chose qui vous correspond, je compatis sérieusement. Je vous souhaite vraiment bon courage, parce que malheureusement, oui, c'est un luxe et c'est pas donné à tout le monde. Alors du coup, il y a une flopée de questions qui étaient sur ce sujet. Dans quelle branche je cherche? Est-ce que l'argent va vraiment être le seul critère? Chercheras-tu à nouveau un travail qui a du sens à tes yeux? Oui, simplement j'ai redéfini ce que c'était pour moi un travail qui a du sens. Je pense qu'avant je mettais le travail au centre de ma vie, et que j'ai pris le temps cette fois-ci de réfléchir à ma vie et à la place que je voulais que le travail prenne. L'argent n'est plus le seul critère, mais c'était un critère prépondérant, évidemment. J'ai réfléchi au cadre de vie que je voulais, aux horaires de travail que j'étais prête à faire, à l'investissement personnel que j'étais prête à mettre dedans. Ça revient à la question sur le journalisme. Oui, est-ce que je suis prête à écrire des articles? Oui, absolument. Est-ce que je suis prête à mettre ma tête sur Instagram, sur YouTube, mais au nom d'un magazine? Non, clairement non, je suis plus du tout prête à faire ça, en réalité. Là, je le fais parce que c'est moi qui l'ai choisi, c'est mon envie personnelle, c'est pas au service d'un employeur. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup sous-estimé, qui est la valeur de mon image, donc c'est une erreur que je ne ferai plus. Donc tout ce temps que j'ai passé depuis mon départ de Mademoiselle, oui, je l'ai aussi investi à ça, à réfléchir à tout ce que je voulais plus dans ma vie, personnelle comme professionnelle. J'en ai parlé plusieurs fois dans les épisodes de déminage déjà, mais tout ce que je fais sur l'impuissance, le syndrome de la bonne élève, oui, sur les questions de sens, de valeur, de conviction, bah, ce sont des réflexions que je me suis faites et que je m'applique aussi. Bah, aujourd'hui, mes critères de recherche d'emploi sont autour de ces valeurs, de ces convictions qui sont importantes pour moi. Où places-tu la balance aujourd'hui entre travail alimentaire et travail passion? Je veux pas décider. Je peux pas. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de passionné. Quoi qu'il arrive, je serai passionné. Quel que soit le travail que je vais avoir dans les semaines ou les mois à venir, je vais forcément m'investir dedans. Donc je cherche un travail dans un secteur qui m'intéresse, soit parce que je vais apprendre beaucoup de choses, soit parce que j'ai beaucoup de choses à apporter. J'ai décidé que je voulais manager, ou que je voulais manager un projet, quelque chose qui soit porteur de sens pour la société, pour l'économie, pour la politique. Mais oui, évidemment, il faut que ça ait du sens. Alors c'est ce que j'ai commencé à faire, hein. J'ai initié une recherche d'emploi dans ce sens. Ça prend du temps. Comme j'ai du flair, j'ai commencé juste avant la pandémie de coronavirus. Donc on ne sait pas dans quel état on va retrouver l'économie à la sortie de cette crise. Encore une fois, j'ai de la chance parce que je ne suis pas à la rue, mais force et courage à ceux dont la survie économique dépend de leur travail, et dont le travail est menacé en cette période. Vraiment, vraiment grosse pensée pour vous. Comment balances-tu le besoin de sens et le besoin de stabilité? Excellente question, merci de me l'avoir posée. En rééquilibrant ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'ai décidé de lancer les podcasts Tuto Conquérir le Monde, de me remettre à écrire parce que j'ai besoin de sens, et je me suis remise à chercher du travail parce que j'ai besoin de stabilité. J'ai aussi besoin d'un travail qui a du sens, mais mon besoin de sens, il n'est pas sur mon travail, il est sur ma vie personnelle. Ce qui m'amène à, dans mon travail, futur travail, je vais pas m'investir H24, enfin je veux pas être médecin urgentiste, j'ai pas les compétences pour. Je veux pas être reporter de guerre, non. Donc je vais être sur un type d'emploi qui est un peu déconnecté de l'urgence, parce que ça j'en veux plus. Et de toute façon, je pense que même dans les milieux médiatiques, c'est une erreur de se mettre sur le rythme de Twitter et de penser que l'information, on continue tout le temps plus vite que ça. On s'y perd, justement on perd le sens de l'information. Donc je me dirige vers un type de travail où si je m'arrête à la fin de la journée, je peux observer une pause jusqu'au lendemain matin, et la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Le site ne va pas s'effondrer. Je ne sais pas. Un peu plus de sérénité. Et c'est comme ça que j'ai décidé de trouver l'équilibre à partir de maintenant. C'est de trouver du sens dans mes engagements personnels. Moi, je suis quelqu'un de toute façon hyper actif, hyper investi, donc que ce soit par mon travail, mes activités créatives, si je ne m'y retrouve pas en termes de quête de sens, je vais finir par aussi avoir un engagement associatif. C'est comme ça qu'à partir de maintenant, je vais trouver l'équilibre entre les deux. À propos du privilège qui est celui de pouvoir se poser la question du sens du travail, comment on fait pour s'affranchir de la peur du manque d'argent quand on a un travail stable et chiant? Je répondrai que ça dépend de tes circonstances, que je suis vraiment très mal placée pour répondre à cette question, puisque ce n'est pas une
peurs que je peux avoir. Je suis extrêmement frustrée de ne pas réussir à être complètement indépendante financièrement à 33 ans, oui, mais la frustration et la peur, ce sont vraiment deux émotions extrêmement différentes. Désolée, j'ai pas la réponse à cette question, j'ai certainement pas de leçon à donner de ce point de vue-là. Alors très souvent, quand je suis coincée par une question, je change de perspective. Et souvent, c'est dans le changement de perspective que je trouve la réponse. Donc en l'occurrence, peut-être que là maintenant, tu as besoin de ce travail stable et chiant, comme tu dis, pour te mettre en sécurité. Peut-être qu'avec ce travail, tu peux épargner, tu peux mettre de côté et pouvoir prendre des risques par la suite. Moi, j'ai vu une amie faire ça, être dans un travail qui ne l'épanouissait plus, qu'elle voulait quitter, qu'elle a fini par quitter, et elle s'est barrée faire le tour du monde parce que elle pouvait. Moi, je pense que si tu fais un travail qui ne t'épanouit pas, mais qui te permet d'avoir les moyens de t'épanouir par la suite, c'est une option, c'est une très bonne option. Je pense juste qu'il faut faire attention, encore une fois, à trouver l'équilibre. C'est-à-dire que travailler 40 ans en attendant la retraite, c'est un pari sur l'avenir que personnellement je ne ferai pas. Mais travailler quelques années pour derrière pouvoir prendre plus de risques, lancer son entreprise, changer de job pour quelque chose de moins bien payé, ça c'est un risque que je prendrais. C'est exactement ce que j'ai fait en réalité, parce que quand j'ai quitté mon job hyper bien payé dans ma première expérience pro, pour Mademoiselle, j'ai perdu j'ai dû diviser par 2 ma rémunération à l'époque. C'est un énorme risque. Si c'était à refaire, je le referais. Différemment, à plein de niveaux, mais je ne regrette pas en réalité. Je ne regrette pas d'avoir pris ce risque. Pourtant, à la fin, je perds, donc je pense qu'il ne faut pas évaluer le risque uniquement à l'aune du résultat, mais surtout à l'aune de l'expérience. Conseil de quelqu'un qui a joué, qui a perdu, mais qui regrette pas. Est-ce que je resterais, si c'était à refaire, est-ce que je resterais dans mon job super bien payé plutôt que de le plaquer pour aller chez Mademoiselle? En fait, en réalité, si c'était à refaire, je voudrais pouvoir retourner dans le passé pour me donner un conseil à cette époque-là. Je me dirais, arrête d'essayer de t'intégrer dans l'équipe, d'être respectée, etc. Toutes les jeunes femmes que j'avais vues évoluer avant moi, aux mêmes positions ou tout autour, elles avaient toute la réputation d'être pas sympas. J'avais réalisé, en apprenant à faire leur connaissance, que c'est pas qu'elles étaient pas sympas, c'est qu'elles se laissaient pas faire. Donc elles étaient dictées pas sympas. Et moi j'essayais, apprenant de ce que j'estimais être une erreur, pourquoi être pas sympa quand on peut être sympa et respecté. Et je pense que dans le contexte de l'époque c'était extrêmement difficile d'être une femme jeune et d'être sympa et d'être respectée. Et à vrai dire je dis jeune, mais j'avais 2 exemples de femmes plus âgées avec beaucoup d'expérience dans le groupe et qui n'étaient pas... qui étaient respectées mais qui n'étaient pas sympas. C'est faux, elles étaient adorables. Du coup, si je pouvais revenir en arrière, je me donnerais juste le conseil de accepte que tu seras pas sympa, on dira de toi que elle est chiante, elle est relou, etc. On s'en fout, c'est pas grave. C'est tant que tu es correct avec tout le monde. Tant pis s'ils confondent l'autorité avec ne pas être sympa. Tant pis s'ils confondent la rigueur et l'exigence avec ne pas être sympa, c'est pas grave. Je pense que j'avais trop à cœur de m'intégrer justement et d'être appréciée. Et si je pouvais revenir en arrière, je me dirais ça. Je pense pas que ça me ferait rester beaucoup plus longtemps dans cette boîte, mais ça aurait rendu ma sortie beaucoup moins douloureuse, c'est sûr. Machine à remonter le temps. Franchement, si le pire qui puisse t'arriver dans ta vie pro, c'est d'être considéré comme pas sympa par tes collègues, ça va. Nous arrivons vers la fin de cette vidéo, il me reste quelques questions extrêmement intéressantes que je vais surtout vous partager pour que vous puissiez réfléchir à votre tour, car je n'ai pas les réponses. Est-ce moi qui suis trop fragile ou le monde qui est trop violent? Issu du podcast, réponse à développer. On dirait mon prof de droit qui me demande de développer ma deuxième sous-partie de la première partie. Développer. Je plaisante, la personne m'a écrit un MP pour me préciser sa question. Effectivement, c'est quelque chose que je dis dans le podcast. Est-ce que c'est moi qui suis une grosse fragile parce que j'ai fait 2 burn-out en 10 ans, ou est-ce que c'est le monde du travail qui est trop violent? La réponse est évidemment quelque part entre les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de violences dans le monde du travail qui sont dues, c'est mon avis, essentiellement au fait que le monde du travail a énormément évolué. Je pense qu'il était violent avant pour d'autres raisons, dans d'autres cadres, parce que je pense que par exemple travailler toute sa vie à la chaîne c'est d'une violence inouïe, mais je pense que toutes ces entreprises qui se lancent, alors on dit beaucoup hashtag Startup Nation, mais c'est un peu la caricature effectivement de la grande famille où tu vas apprendre plein de trucs, c'est un terrain de jeu, etc. C'est le type d'entreprise que je cherchais à rejoindre quand je démarrais ma vie professionnelle, parce que en réalité j'avais peur de la vie professionnelle et que ces annonces de job ressemblaient plus à des annonces de colonies de vacances ou de clubs high-tech que de travail, et que je pense que le monde de l'entreprise me faisait peur. Oui, un peu des deux en réalité. Je pense que je me suis endurcie. La preuve, j'ai tenu beaucoup plus longtemps la deuxième fois.
et je nuis pour d'autres raisons. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse à la forme que prend le monde du travail, parce que c'est pas normal et ça ne sert personne en réalité qu'on soit aussi nombreux et nombreuses à avoir des expériences aussi violentes. Que dire aux jeunes diplômés qui espèrent être bien payés, plus aimer leur travail à la lumière de tes 2 expériences pro? Parce que s'attendre à sortir et se faire bolosser par le monde du travail quand on nous promet que justement il a changé, 3 petits points. Qui rejoint également la question, est-ce que, ayant 0 expérience de travail, je peux encore croire en un travail qui ait du sens pour mon futur selon toi? J'ai l'impression que tu m'as délusionné, ce qui est bien, mais ça me fait poser d'autres questions. Je pense que oui, effectivement, il faut encore croire à la possibilité de trouver un travail qui ait du sens pour soi, pour la société dans son ensemble. Je pense que sans ça, on est perdu. Donc, oui, bien sûr, il faut y croire. Et je dirais aux jeunes diplômés de justement ne pas se laisser berner par les belles promesses et de regarder la réalité en face. Quelles sont les données, honnêtement? Le monde du travail est instable. Ça, c'est un fait, en réalité. Quand on regarde le nombre d'entreprises qui ne survivent pas quelques mois, un an après leur création, le nombre de restructurations dans ce milieu. Moi, je connais bien maintenant le monde des médias et je vois à quel point l'instabilité du modèle économique de la presse web est un énorme problème. Pendant que j'étais chez Mademoiselle, j'ai quand même assisté à la disparition de BuzzFeed France, de Mashable France. Ce sont quand même les signes d'une certaine instabilité de ce monde économique. Quand on réalise à quel point le monde professionnel aujourd'hui est instable, je pense qu'il faut pas se mentir, il faut pas se dire qu'une fois qu'on a trouvé un travail, ça va être un long fleuve tranquille, on va pouvoir rester là-dedans, faire carrière toute sa vie. Je pense qu'on est d'accord, les jeunes diplômés, vous me dites. Mais vous vous racontez pas ça parce que c'est faux. C'est d'autant plus important de se poser la question du sens, de ce à quoi on contribue. L'inverse, c'est de continuer à paver un espèce de pont qui s'effondre sous nos pas. Et encore une fois, comme on est très peu nombreux à avoir ce privilège de pouvoir se poser cette question de à quoi on contribue, et ben c'est d'autant plus important qu'on utilise ce privilège, qu'on se pose la question. Aujourd'hui, par exemple, effectivement, hein, je cherche un travail qui paye, tout ça. Je vois passer énormément d'offres d'emploi sur LinkedIn dans des secteurs des énergies fossiles, de l'armement. Et j'ai des amis qui sont passés par ce secteur, donc je sais très bien que ça paye bien. Est-ce que j'ai une tête à vendre des avions de chasse? Non. Non, mais en réalité, parce que j'ai ce privilège de pouvoir repousser ma date d'entrée en emploi, je l'utilise effectivement à ne pas sauter sur la première occasion, à ne pas aller chercher le confort dans un job, dans une entreprise qui ne correspondra pas à mes valeurs et surtout qui ne correspondra pas au monde dans lequel j'ai envie de vivre. Pendant un temps, je rêvais de travailler dans des compagnies aériennes, parce que je me disais comme ça, je peux voyager, etc. Mais c'est complètement en opposition aujourd'hui avec mes convictions écologistes, donc je ne vais pas faire ça. Je vais répondre à la question plus précisément pour le milieu de jeunes diplômés que je connais, c'est-à-dire ceux des écoles de commerce, de sciences politiques, bref, de grandes écoles qui vont avoir le choix, ou qui vont se débrouiller pour avoir le choix à la sortie de leurs études. Moi, effectivement, là, je cherchais en priorité dans des entreprises de conseil, plutôt en communication, parce que ça permet de pouvoir contribuer au développement de différentes entreprises, à moins de trouver, encore une fois, une entreprise alignée avec mes valeurs, ou qui me permette de m'aligner sur leurs valeurs, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, effectivement, c'est un privilège, c'est un luxe. Si on l'utilise pour se planquer soi-même, on est en train de perdre ce combat. Je termine avec 2 questions. La place du travail va-t-elle évoluer après cette crise? Donc tu parles du coronavirus, n'est-ce pas? Ou alors il y a une autre crise que je n'ai pas vu passer. Et comment aider à faire changer la place du travail dans la société à notre niveau? Je viens d'y répondre partiellement, donc je commence par la dernière question. Quand on peut se poser la question de à quoi on va contribuer, parce qu'on a les moyens, le temps, l'argent, les compétences, l'expérience, je pense que c'est vraiment important de se poser la question de à quoi on contribue, à quel projet de société on contribue. La place du travail va-t-elle évoluer après cette crise? Encore une fois, ça c'est ma philosophie extrêmement optimiste. Je pense que les crises sont des opportunités de repenser les modèles. Je pense qu'en plus, cette crise prend ses racines dans plusieurs aspects de notre modèle actuel et qu'il va falloir, quoi qu'il arrive, s'interroger sur quels sont les mécanismes qui nous menacent beaucoup plus qu'ils nous aident et nous permettent de nous développer à tous les sens du terme. Donc oui, j'espère en réalité que la place du travail va évoluer après cette crise, mais ça dépend de nous. C'est-à-dire que, je terminerai là-dessus, mais que ce soit dans le travail, dans la vie de tous les jours, il faut vraiment arrêter de penser que on fait partie d'un tout qui nous dépasse et sur lequel on n'a aucune prise. Plus on a l'impression de subir,
et plus on est légitime et plus il est nécessaire d'agir pour arrêter de subir. En disant ça, évidemment, je fais la morale à personne. C'est un mécanisme intellectuel. On est tous en train là de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le personnel hospitalier, pour le soutenir. Alors pour l'instant, on applaudit à nos fenêtres parce que c'est tout ce qu'on peut faire, mais demain, quand on sera sorti de cette crise, je rappelle que ça fait 1 an que le personnel hospitalier manifeste pour avoir plus de moyens. J'avais fait un épisode de J'ai pas d'avis mais j'en veux un de décembre 2019. L'autre grève, oui, celle qui était deuxième derrière la grève contre la réforme des retraites, mais en s'intéressant à ces questions-là, en prenant part en réalité à la réflexion qu'on doit avoir collectivement sur l'intégralité de notre système, sur évidemment la place, le sens, le rôle du travail dans nos vies, dans nos sociétés, en prenant part à ces réflexions, en réalité, c'est déjà faire beaucoup. Ne vous considérez pas illégitime, exclu de cette réflexion, de cette société, juste parce que vous n'exercez pas de position de pouvoir, juste parce que vous n'avez pas les moyens de peser sur la décision publique. En réalité, déjà, on a tous ce moyen par le vote, mais effectivement, une fois tous les 5 ans, tous les 6 ans, c'est pas assez souvent, je suis bien d'accord. Mais on a les moyens de participer au débat public en prenant la parole sur les réseaux sociaux, en allant solliciter les gens qu'on a élus, ou d'ailleurs qu'on n'a pas élus, mais qui ont aujourd'hui un pouvoir d'action, un pouvoir décisionnaire, en soutenant celles et ceux qui prennent la parole, qui mènent des actions pour justement contribuer au changement qu'on a tous et toutes envie de voir dans cette société. Bref, quelle que soit la forme que prend votre réflexion, votre participation à la société, ça a un impact. Il en va de même pour la place du travail dans vos vies et la place que prend le travail dans vos vies. Ça ne tient pas qu'à vous, évidemment, mais si ça commence pas par vous, ça changera pas. Prenez cette conclusion de la part de quelqu'un qui a subi de burn-out. La leçon que je retiens, c'est que j'aurais dû agir plus tôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté tout ce temps. Vous n'avez que ça à faire, vous êtes confinés, laissez-moi deviner, ouais. Bravo à vous qui restez chez vous. Merci beaucoup pour votre participation à cet effort collectif. Je vous mets tous les liens de tous les trucs dont j'ai parlé dans la description. Et évidemment, abonnez-vous au podcast de Tuto Conquérir le Monde, qui sont déminage, travaux pratiques et j'ai pas d'animé, j'en veux un, qui sortent lundi, mercredi et vendredi quand je suis motivée, sur le flux Tuto Conquérir le Monde. Chaque mardi, vous pouvez retrouver un épisode d'Activiste et le jeudi, c'est Les Impertinentes. Ce sont 3 flux de podcasts différents. Si vous gagnez plus que le SMIC et que vous pouvez me soutenir financièrement, les podcasts de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes sont financés uniquement par la publicité et par vos dons. Si vous pouvez contribuer, n'hésitez pas. Je vous mets évidemment mon Patreon dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à toutes celles et ceux qui auront connu une expérience professionnelle difficile. Et je vous attends dans les commentaires pour poursuivre la discussion dans le respect des uns et des autres. Merci beaucoup. Force, courage et confinement. Évidemment, j'ai oublié l'essentiel. Un immense merci à toutes celles et ceux qui n'ont pas envoyé de questions, mais juste bravo pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu fais. J'ai lu tous vos messages, je vais essayer d'y répondre sur Instagram. Merci infiniment pour tout ça, pour tout le soutien, pour tout le love. C'est hyper précieux. Quand je répondais à la question tout à l'heure, comment est-ce que je me suis remise de cette expérience compliquée et que j'ai dit pas toute seule, vous faites partie de la solution. Merci beaucoup. Et je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des centaines, voire des milliers de personnes qui vous submergent de messages de sympathie, d'encouragement, de remerciements. Donc c'est extrêmement précieux. J'essaye de vous le rendre au centuple et ça sera toujours pas assez pour solder ma dette. Je me dis, je suis endettée, voilà. Merci beaucoup, vraiment. Merci.